Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important et qui nous concerne tous, la géopolitique. Si je vous dis inflation, guerre, les prix du carburant qui augmentent, tout ça, eh bien, en fait, c'est lié. Et maintenant, si je vous dis qu'on pourrait revivre une nouvelle guerre froide, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me dire ça en commentaire, histoire de savoir dès le début de la vidéo ce que vous pensez avant que je réponde à ma propre question. Déjà, petit point de définition, qu'est-ce que c'est que la géopolitique? La géopolitique, c'est l'étude géographique des relations internationales et de leur impact sur nos relations avec les autres et sur le territoire. Quand on parle de géographie, on étudie les espaces et on étudie aussi les relations que les hommes entretiennent avec l'espace. Donc la géopolitique, c'est finalement la relation que les hommes entretiennent avec l'espace, les tensions, les relations internationales, la guerre et toutes les conséquences que ça a derrière. Ce que je vous propose, c'est qu'on décrypte ensemble la géopolitique du monde actuel, l'actualité, tout ce qu'on voit à la télévision, et qu'on essaye de faire un petit peu le point pour rendre tout ça beaucoup plus clair et simplifié. Déjà, petit voyage dans le passé. C'est quoi la guerre froide? L'instant humour est ouvert, c'est le moment de faire toutes vos blagues sur la guerre froide. Bien, une fois qu'on a mis de côté le fait qu'une guerre froide n'est pas une guerre chaude, c'est bien une guerre d'affrontement indirect et de tension internationale. Pour savoir ce qu'est la guerre froide, il faut tout simplement jeter un regard sur le passé. La guerre froide, c'est un conflit qui s'est ouvert après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est clos aux alentours des années 1990 et qui a concerné l'URSS ainsi que les États-Unis. Mais pas seulement, puisque ces deux pays entretenaient des relations avec leurs alliés, souvent c'était du coup les pays européens qui avaient été libérés durant la Seconde Guerre mondiale, et chacun des deux blocs, URSS, États-Unis, allait avoir une influence et imposer une idéologie, donc un mode de vie, sur les pays alliés. Et ce mode de vie, cette idéologie, on constate que finalement, eh bien, il y a des restes encore aujourd'hui dans notre société. Quand je parle de bloc ou d'idéologie, on parle du coup du bloc de l'URSS, c'est-à-dire l'URSS et ses alliés, et bloc des États-Unis, États-Unis et ses alliés. Et chacun se base sur une idéologie différente. Pour les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le capitalisme et le libéralisme, ainsi qu'une politique démocratique, donc avec l'argent qui est vu comme un moyen d'enrichissement de l'individu, le libéralisme, la libération des capitaux, le fait qu'on puisse avoir des entreprises, la démocratie, le pouvoir qui appartient au peuple qui le transmet à des représentants élus. À l'inverse, si on parle de l'URSS et de ses alliés, on va être là sur un système qui est basé sur l'idéologie du communisme. Donc le communisme, c'est l'absence de propriété privée, le fait qu'on n'ait pas de classe sociale et que tout finalement appartienne à l'État. Et on est aussi sur une idéologie qui était autoritaire puisque c'était un gouvernement dictatorial et tyrannique avec une suppression du coup des libertés et le fait que tout le monde devait fonctionner de la même manière et obéir à la dictature d'État. On était du coup à cette époque pas dans une guerre directe, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu sur les différents territoires, enfin il y a eu des petits complots, mais il n'y a pas eu de guerre directe aux États-Unis ou en URSS. Il y a bien eu des affrontements au niveau guerrier dans d'autres pays, en Corée du Nord, au Vietnam par exemple, et également des situations de tension, c'est le cas avec le mur de Berlin ou encore la crise des missiles à Cuba, mais il n'y a pas eu d'affrontement direct tel qu'on connaît les guerres, par exemple avec la Première ou la Seconde Guerre mondiale. On était vraiment sur une guerre de tension et sur une guerre aussi un peu d'égo avec celui qui allait imposer son idéologie. Et pour cela, on usait et abusait de la propagande, donc des affiches dans lesquelles chaque camp essayait de montrer que l'autre camp était le méchant. Là, par exemple, vous avez la une d'un Marvel où on a Captain America, représentation du coup du héros américain qui va sauver l'Amérique. Et nous avons ici le méchant bonhomme vert. Il est vert, hideux, dégoûtant, comme le vert dans Vice Versa. Et il a ici le symbole de la faucille et du marteau, qui est donc le symbole communiste. Et du coup, les Marvel ont vraiment entretenu cette idéologie comme quoi, eh bien, le héros, c'est l'américain, et le méchant, eh bien, c'est le russe. D'ailleurs, si vous faites un peu attention, les films d'espionnage aujourd'hui, le méchant, c'est souvent toujours le russe. Mais à l'inverse, il faut savoir que l'URSS fait la même chose. Si je prends cette affiche, cette fois-ci, eh bien, sur cette affiche, qu'est-ce qu'on voit? On voit la représentation du soldat, du bon communiste qui tient entre ses mains le petit livre rouge, en fait le livre de Karl Marx, donc le fondateur de l'idéologie du marxisme, qui ensuite a imprégné le communisme, et il est en train du coup de pointer son doigt vers un monsieur qui s'en va de l'affiche progressivement, qui tient dans les mains un missile et un flambeau. Bon alors mes élèves eux, ils disent qu'il tient un vortex, mais bon, après tout est sujet à interprétation.
Et si vous regardez bien, on est vraiment ici au niveau de son costume, de ses habits, sur la figure du banquier, donc celui en fait qui détient l'argent, et il a un nez crochu comme les sorcières, donc il serait finalement un petit peu fourbe, sournois, et en gros c'est l'image du coup du capitalisme qui serait sournois et qui voudrait acheter les pays, et en fait leur faire croire qu'ils sont libres avec de l'argent, et que l'argent peut tout acheter. Je vous laisse méditer sur la question. Bon, du coup, le bloc communiste s'est effondré en 1991. C'est pas tant les États-Unis qui ont gagné, c'est juste l'URSS qui s'est effondré de l'intérieur parce qu'économiquement, le système ne tenait plus. Mais du coup, on en est où aujourd'hui de ces relations internationales? Est-ce qu'il existe encore des tensions? Et est-ce que du coup, la guerre froide, elle est vraiment finie? Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes sur un monde qui est toujours en conflit. Alors, je sais, pendant un petit moment, les gens avaient l'impression que la guerre avait disparu. J'ai souvenir, moi, que lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, eh bien, les journaux télévisés se sont tous mis à titrer « La guerre est de retour ». Oui, alors, la guerre était de retour en Europe, certes, mais enfin, la guerre, elle avait jamais disparu. La guerre, malheureusement, et malgré même la présence de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a pour but de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre, ou en tout cas d'user de l'arme diplomatique avant de passer à un conflit armé, eh bien, on constate que même avec l'ONU, même avec le fait qu'aujourd'hui on soit sur une société qui a tendance à prôner la non-violence, qui dit en tout cas que la violence c'est mal, qui n'est plus dans une société qui héroïse la guerre, on est plutôt tendance à dire que la guerre fait des victimes et que c'est mauvais. Eh bien, malgré tout ça, la guerre n'a pas disparu. Non, voilà, non, pas du tout, non. Mais surtout, ce sont des conflits qui sont finalement différents. C'est-à-dire que c'est pas tant la guerre qui a disparu, c'est surtout que la manière dont on s'affronte n'est plus forcément la même que celle d'hier. Alors, petit point justement sur la géopolitique du monde actuel. Je vais me concentrer principalement sur l'Europe et, vu que c'est le sujet de la vidéo, sur les relations entre l'URSS, les États-Unis et, du coup, les Européens, c'est-à-dire nous qui sommes toujours en plein milieu. Alors certes, la Russie, ce n'est pas l'URSS. On ne peut pas complètement comparer le système dont fonctionne la Russie actuelle avec l'URSS. Officiellement, la Russie reste aujourd'hui une fédération démocratique. Pour autant, comme je le dis à mes élèves, souvent quand il y a le mot démocratie, dans un pays, dans son titre, c'est pas toujours démocratique. Voilà. Parce qu'en général, quand on est une démocratie, on n'a pas forcément besoin de l'afficher partout. Si on prend justement le président de la Russie, monsieur Vladimir Poutine, il est au pouvoir depuis 1999. Ça commence à faire beaucoup pour le monsieur. Alors, il n'a pas toujours été président, il a alterné entre le poste de Premier ministre et le poste de président. Et il faut savoir que la constitution de la Russie a été modifiée récemment, en 2020, pour permettre à monsieur Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Ses opposants politiques, ils sont souvent persécutés ou enfermés, voire ils disparaissent dans la nature. Et on n'a pas d'informations. Les élections sont contrôlées, les médias indépendants ont été fermés, et les réseaux sociaux sont soumis à la censure. J'ajoute aussi qu'il est interdit du coup de manifester et que s'il y a manifestation, elles sont réprimées dans la violence. Donc officiellement la Russie n'est pas un régime autoritaire, mais quand on regarde un peu les systèmes de fonctionnement, on peut dire que c'est un régime autoritaire. Donc au final, si on accepte l'idéologie du communisme, on est toujours finalement dans la même façon de fonctionner avec quelqu'un qui dirige tout et qui contrôle la population. À l'inverse, si je prends les États-Unis, on est sur un régime qui est démocratique, c'est-à-dire que nous avons un système électoral avec les citoyens qui vont élire le président. Ce n'est pas un vote qui est direct, c'est-à-dire que c'est pas comme en France avec nous qui élisons directement le président, c'est ce qu'on appelle un vote indirect, on va passer par des grands électeurs qui vont eux-mêmes élire le président. C'est comme ça que des fois il y a des changements entre des fois des tendances qui annonçaient que telle personne allait être vainqueur, et finalement on se rend compte que non, parce que en fait les grands électeurs n'ont pas voté de la même façon, en fonction des États. Même si le président actuel des États-Unis tend à avoir une attitude qui par moments peut nous laisser croire ou peut nous laisser penser qu'il pourrait y avoir des dérives, faut quand même garder à l'esprit qu'il existe aux États-Unis des contre-pouvoirs. Contre-pouvoirs qui n'existent pas en Russie. Le Congrès, la Cour suprême, les médias, l'opinion publique, tout ça peut aussi contrer l'action de monsieur Trump. Et surtout, la Constitution montre qu'il y a la liberté d'expression et aussi qu'il y a un droit de voter. Et donc, techniquement, monsieur Trump ne serait pas censé être réélu une nouvelle fois, puisqu'il a déjà fait 2 mandats. Mais si ça change, là, peut-être qu'on pourra se poser des questions. Après, il y a bien sûr des choses qui peuvent nous faire réfléchir, et peuvent nous faire aussi poser des questions et nous inquiéter. Comme par exemple, l'attaque du Capitole en 2021, où on a montré que la démocratie américaine, elle était vulnérable. Mais de la même manière que les institutions pouvaient aussi résister. Après voilà, ce que ça démontre surtout, c'est qu'il y a de plus en plus
de contestataires, qu'il y a une population qui est divisée, et mine de rien, Monsieur Trump a montré quand même un certain mépris pour certaines valeurs démocratiques. Mais encore une fois, le système américain peut faire un effet de contrepoids pour pouvoir rappeler à Monsieur le Président qu'il ne peut pas tout faire. Bon, quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à savoir, est-ce que finalement, aujourd'hui, on est sur une forme de guerre froide qui se prolonge depuis la guerre froide? C'est pas très clair ce que je viens de dire. Monsieur Vladimir Poutine a clairement montré qu'il avait des visées expansionnistes, depuis notamment 2022 lorsqu'il a attaqué l'Ukraine. Officiellement pour aller du coup venir en aide aux populations russes qui seraient sur le territoire ukrainien, de manière plus officieuse certainement pour récupérer des terres, le grenier à blé et l'accès aussi au pétrole. Le résultat de tout cela, c'est que les relations internationales ont été beaucoup mises à mal par la guerre en Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce que déjà c'était tendu avec la Russie, ça l'a toujours été un petit peu, ça s'était un peu amélioré, mais ensuite il y a eu cette attaque et l'Europe a décidé de ne pas répondre par la violence armée directement, mais l'Europe a décidé quand même de soutenir l'Ukraine et Monsieur Zelensky. Ce qui fait qu'ils ont accueilli du coup des réfugiés, et on a aussi livré des armes. Donc d'une certaine manière, on s'est quand même un peu positionné. L'Occident a quand même répondu avec des sanctions envers la Russie, et pas envers l'Ukraine. Ce qui montre que du coup, eh bien, on ne tolère pas ce qui s'est passé. Tout simplement parce que dans nos règles à nous, en termes de relations diplomatiques, politiques et de guerre, il est interdit d'attaquer un pays. Comme ça. Voilà, ça se fait pas. C'est pas gentil. On a vu aussi du coup que la Russie avait des moyens de pression sur l'Europe, notamment par exemple avec le gaz, puisque à un moment donné, dire on va plus acheter du gaz à la Russie, ça a posé souci notamment en Allemagne, puisqu'une partie de la population était dépendante justement de ces réserves de gaz. Bon, et actuellement, vous avez peut-être vu aux informations que les relations entre Monsieur Trump et l'Ukraine sont devenues un peu tendues. Et qu'il y a eu un rapprochement entre Vladimir Poutine et du coup Donald Trump. Et ça, c'est par contre assez innovant. Enfin, il y a quand même eu des périodes de détente et des moments donnés où les présidents, donc soit du parti communiste en URSS, soit des États-Unis s'étaient rapprochés, mais un rapprochement de ce type, on l'avait pas encore vu. Bon, quand même, malgré tout ça, on constate que l'objectif avant tout de la rencontre qui s'opère avec les États-Unis et avec Monsieur Poutine, ça a l'objectif surtout d'apaiser les tensions, notamment avec l'Ukraine, et de trouver un accord pour pouvoir régler cette histoire et mettre fin à la guerre, pour l'arrêter. Après, à voir comment ça va évoluer, hein. Les choses avancent très vite, comme vous pouvez le constater, parce que bon, hein, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle chose qui arrive dans les semaines qui viennent. Bon, et sinon, plus sérieusement, quelles sont les conséquences pour nous? Oui, nous, vous savez, les Européens, ceux qui sont au milieu, là, entre ces pays. Hyper mal placé. Déjà, l'économie. Je pense que nous avons tous remarqué qu'il y avait eu une inflation et que les prix avaient flambé. Sur l'électricité, sur la nourriture, sur les pâtes, le blé, voilà. À croire qu'on dépendait que de l'Ukraine. C'est surtout que les sanctions qui ont été imposées du coup à l'Europe par la Russie, eh bien, se sont portées sur nos portefeuilles. Et ça, on l'a bien senti. On a vu aussi un renforcement de la violence, puisqu'il y a de plus en plus d'escalade militaire, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, on remarque que l'Europe, qui n'a pas en fait d'armée commune, c'est-à-dire que chaque pays a son armée, mais il n'y a pas d'armée européenne, on est sous mandat du coup de l'OTAN, on est protégé par l'OTAN. Bon, ça va peut-être changer, remarque, vu les nouvelles conditions des États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, on n'avait pas d'armée. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que finalement, cette question va obliger l'Union européenne à ramener la question de la défense sur la table. C'est-à-dire que les pays vont certainement se concerter pour pouvoir savoir quelle serait leur stratégie de défense. Et si vous faites attention, vous remarquerez qu'ils ont parlé aux informations de renforcer les effectifs en faisant appel à de nouveaux réservistes. On parle beaucoup du SNU, on parle beaucoup dans les débats de faut-il ou non remettre le service militaire. Je vous laisse d'ailleurs me dire votre avis en commentaire. En tout cas, il y a une question qui se pose sur les frontières, la protection des frontières et aussi la protection des données. Parce qu'il y a aussi tout ce qui concerne la cyberdéfense et la cybersécurité. Et enfin, il y a tout ce qui concerne les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de fake news, de manipulation de l'information, de censure aussi de certaines informations, et à l'inverse, d'une expansion de certaines informations. Et ça aussi, c'est un reflet finalement des tensions internationales. Et on peut lire aussi dans les commentaires des gens que même la population finalement se retrouve divisée sur plein de sujets. Bon, du coup, pour conclure, si vous pouvez remarquer, la géopolitique, c'est pas juste une question de présidents ou de pays qui se disputent entre eux. C'est en fait une vraie question qui nous importe tous et qui,
peut nous impacter directement. Après, je vous dis pas de regarder les informations en boucle, au risque justement de devenir paranoïaque et de se dire qu'on va tous mourir avec la bombe atomique qui un jour va nous exploser dessus. Non, ça, évitons d'y penser. Ce que je dis, c'est qu'il faut quand même rester alerte et informé et essayer justement de se renseigner en mêlant les différentes sources d'informations pour essayer justement d'avoir la plus véridique, afin justement aussi de comprendre. Et pour comprendre, je rappelle que l'histoire peut vraiment nous aider parce que en remontant dans l'histoire, on peut avoir un contexte, retrouver un peu les causes qui m'aident à des conséquences et trouver aussi des parallèles historiques avec la situation qu'on vit actuellement. Bon, du coup, conclusion. Est-ce qu'on est dans une nouvelle guerre froide? Pas vraiment en réalité. On a quand même des points communs, c'est-à-dire qu'on a bien des blocs qui s'affrontent, mais on est plutôt sur une multiplicité de blocs, c'est-à-dire que comparativement à avant, on était sur un monde qu'on appelait un monde bipolaire, deux pôles, sinon ça fait 4. Donc avant, on était sur un monde bipolaire, aujourd'hui on est plutôt sur un monde multipolaire, c'est-à-dire qu'on a une multiplicité de pôles qui s'affrontent, mais dans le cadre de ce qui nous concerne, donc de la Russie et des États-Unis, oui, on peut retrouver des tensions entre les deux. On a des tensions militaires, on a des tensions économiques et on a un climat qui quand même est un peu tendu, genre un peu beaucoup. Après, le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier. On est sur un monde quand même qui est ultra connecté et ça aussi, ça fait toute la différence. Ça veut dire que les informations, elles circulent aussi beaucoup plus rapidement qu'elles ne circulaient avant. Donc là aussi, quand on avait des tensions avant, bah des fois, il pouvait passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant qu'on arrive à les régler. Désormais, on est quasiment sur des tensions qui sont dans l'instantané. Il se passe un événement, le lendemain, on a pris l'avion, on est parti à l'autre bout de la planète, on a discuté entre nous, voire on s'est appelé entre-temps au téléphone, en visio et compagnie. Donc les choses peuvent partir très vite, dans un mauvais sens, mais elles peuvent aussi se régler très vite, dans un bon sens. Bon, comme je vous disais, la meilleure chose à faire, c'est de s'informer, de ne pas tomber dans la désinformation, et surtout, de rester le plus alerte possible. L'idée, c'est finalement de comprendre les enjeux, parce que ces enjeux, ils vont façonner notre avenir. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires pour me dire du coup si vous avez appris des choses ou si au contraire cette situation vous inquiète un peu, comme tout le monde, et que vous vous interrogez, ou si vous avez aussi d'autres questions que vous aimeriez me poser, ou des échanges et des débats que vous voudriez lancer pour discuter avec d'autres utilisateurs. Toujours avec respect et gentillesse s'il vous plaît les amis, merci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.